Salut à tous! Aujourd'hui on va parler de tricheur, mais pas n'importe lequel, le tricheur à l'as de carreau de Georges de la Tour. Le tricheur à l'as de carreau, que vous pouvez voir ici, est un tableau peint en 1635 par Georges de la Tour et conservé au musée du Louvre. Donc Georges de la Tour est un peintre du XVIIe siècle français et il vit sous le règne de Louis XIII, qui d'ailleurs lui attribuera le titre de peintre ordinaire du roi. Et je vous mets ici une petite chronologie pour vous situer un peu mieux. La Tour évolue en même temps que de grands artistes du XVIIe siècle français tels que Nicolas Poussin qui fera la fierté de tous les historiens de l'art, mais aussi de Simon Vouet, son grand rival, et on aura l'occasion de reparler de tous ces peintres dans de futurs épisodes. Georges de la Tour est un peintre que l'on a redécouvert très tard et on le confondait très souvent avec des artistes tels que Murillo, Velázquez, Rembrandt ou encore les frères Lenain. Ces peintres avaient tous comme point commun de représenter la vie du peuple. Et pourtant, Georges de la Tour a un style très reconnaissable, notamment dans la rondeur et la blancheur des visages, l'estompement des contours, mais aussi les poignets cassés de ses personnages. Mais de la Tour, c'est aussi un peintre dont on distingue très clairement deux périodes. Une période diurne, vers 1630, qui sera donc située en début de carrière et qui sera constituée de scènes de jour, fortement éclairées d'une lumière uniforme, et une période nocturne située en fin de carrière vers 1640 à peu près et qui là seront caractérisées par une lumière en fort clair-obscur héritée du Caravage, dont je vous montre un exemple juste ici. Et c'est de cette dernière période dont notre tableau est issu. Et maintenant, place à l'analyse. Notre tableau est quasiment grandeur nature et d'un cadrage très serré. Ce cadrage était d'ailleurs encore plus étroit à l'époque car une bande de toile sur le haut du tableau a été rajoutée postérieurement pour atténuer le côté étouffant de la composition. 4 personnages sont présents. Il y a 3 joueurs de cartes et une servante. Cette dernière est en train d'offrir du vin à la joueuse du milieu. La composition est campée sur un fond noir qui tend vers l'irréel, les personnages étant comme plaqués sur la composition. On voit dès le premier coup d'œil que les gestes sont suspendus dans l'action et que de l'argent est en jeu. Beaucoup d'argent. Des pièces d'or sont étalées devant la joueuse, mais surtout devant le jeune homme sur la gauche. On est en plein dans une des grandes plaies du XVIIe siècle, c'est-à-dire le jeu, et plus particulièrement ici, une partie de cartes. Cette partie est appelée la prime, c'est l'ancêtre du poker. Pour gagner à ce jeu, il fallait former la meilleure composition avec 4 cartes. Mais ici, la partie n'est pas des plus normales puisqu'un petit fripon est en train de tricher en prenant dans sa ceinture un as de carreau parmi sa réserve de cartes. Notre œil tombe sur lui immédiatement grâce à l'échange de regards entre la servante et la joueuse. Et non seulement notre personnage triche, mais en plus, il essaie de former une des compositions les plus fortes de ce jeu, le 55, qui est composé notamment d'un 7, sa carte du dessus, un 6, celle d'en dessous, et un as qu'il est en train de prendre dans sa ceinture. En ce qui concerne l'éclairage, il est latéral, violent, inspiré d'une lumière caravagesque et permet de mettre en valeur la blancheur extrême de la peau de la joueuse, mais plonge aussi dans l'ombre la figure du tricheur, comme si le peintre nous désignait uniquement à l'aide de la lumière le fait que le joueur dissimule quelque chose. Pourtant, les personnages en pleine lumière ne sont pas pour autant des petits anges. En effet, la joueuse, par son décolleté profond et ses perles autour du cou, renvoie à l'amour sensuel et vénal, ce qui nous renseigne sur sa condition. C'est une courtisane. Et le jeu de regard entre la courtisane qui regarde la servante, qui elle-même regarde en coin ce qu'est en train de faire le tricheur, nous apprend qu'elles ne sont pas étrangères à la tromperie en cours et qu'elles sont même complètement de mèche avec lui. Tout cela dans le but de délester le 3e joueur de son argent. Le 3e joueur, quant à lui, regarde ses cartes avec attention. Il a un habit très élégant et des joues encore pouponnes et joufflues. Sa richesse est largement étalée sur la table. Tous ces éléments font de lui une proie facile et idéale, le jeune homme riche et naïf qui vient d'entrer dans la société. Ainsi, malgré son assurance, il va bel et bien se faire plumer par les autres joueurs. Une expression qui naît d'ailleurs au XVIIe siècle dans ces sociétés de jeu. Cette plume est aussi le symbole d'une vie peu recommandable et d'un goût pour les plaisirs de la chair, d'où la présence de la courtisane. De toute façon, pour lui, la partie est perdue d'avance. La symbolique des cartes le prouve. Notre sale petit joueur joufflu a en effet un 6 de pique, et c'est de mauvais augure, car il annonce le malheur et la lutte contre le destin.
Les carreaux possédés par le tricheur, en revanche, évoquent eux une opération fructueuse couronnée de succès. Comme je le disais plus tôt, les jeux sont la grande plaie du XVIIe siècle, et pour remédier aux nombreuses tricheries qui avaient cours, des édits ont été publiés et les tricheurs risquaient alors l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté chrétienne, une condamnation très grave à l'époque. La composition du tableau est triangulaire, et 2 fortes diagonales structurent la toile. Une première passe par les cartes du tricheur, sa tête et la tête de la servante, tandis qu'une deuxième passe par la tête de la servante, la tête de la courtisane et les mains concentrées du jeune joueur. Ces 2 fortes diagonales permettent de montrer tout ce qu'il y a à voir dans le tableau. Le tricheur et sa tromperie dévoilée à nos yeux, la complicité de la servante et de la courtisane, ainsi que la proie naïve et assurée. De même, à l'arabesque du regard répond l'arabesque des mains, ce qui met en valeur ces 2 éléments car ils sont les plus importants du tableau. Et le peintre a pris soin de représenter les petits détails jusqu'au bout. Il a bien évidemment peint l'élégance des personnes et la splendeur des costumes, mais il va aussi représenter la saleté des ongles, comme Caravage aura pu le faire avant lui. Cette attention à la représentation du réel lui vaudra le titre de peintre de la réalité, repris du titre de l'exposition de 1934 au musée de l'Orangerie. Et maintenant, on se retrouve tout de suite en vidéo. Et maintenant, voici quelques astuces pour reconnaître un Delatour quand tu en vois un. Déjà, vous allez assez facilement reconnaître un Delatour vu qu'il reste assez peu de tableaux. Mais en plus, Georges nous facilite la vie et peint principalement 2 types de scènes, des scènes religieuses et des scènes de genre. Le divin au XVIIe siècle est représenté le plus souvent avec une multitude d'anges ou des auréoles très présentes, comme avec cette nativité caractéristique. Mais Georges de la Tour, lui, ne fera jamais apparaître aucun ange dans ses compositions, et seule la lumière qui va irradier les personnages bibliques vont bel et bien faire comprendre que ces compositions sont religieuses et non des scènes de la vie de tous les jours. Dans le même genre, vous pouvez voir aussi en exemple Saint-Joseph Charpentier du Louvre ou encore une des Madeleines repentantes très célèbres de Georges de la Tour. Et vous remarquerez qu'à travers tous ces exemples, ces scènes sont caractérisées par le silence, un recueillement très profond, mais aussi une grande simplicité de composition. Pour ce qui est des scènes de genre dont notre tricheur à l'as de carreau est issu, Georges de la Tour va montrer d'un côté soit la pauvreté, comme avec notre vielleur, ou encore la tromperie ou l'immoralité, comme bien sûr avec notre tricheur à l'as de carreau, mais aussi avec la diseuse de bonne aventure, que je montre juste ici. Et en plus, comme si Georges avait décidé de nous faciliter la vie, il peint plusieurs versions du même tableau. Par exemple, pour notre tricheur à l'as de carreau, on a un pendant conservé au musée de Fort Worth au Texas. Comme je l'ai dit plus tôt, la tour a un style très reconnaissable et ça passe notamment par la forme des visages qu'il crée. Ce sont des visages très ronds, lunaires, complètement blafards et aux yeux sans paupières. Donc voici de multiples exemples. On a aussi très souvent dans ces toiles une atténuation des contours et un aplatissement des formes, comme on peut le voir notamment dans le visage de cette Madeleine qui paraît complètement écrasée. On retrouve aussi chez Georges de la Tour des aplats de couleurs très profonds qui permettent de simplifier la composition, mais aussi des formes réduites à leur essentiel, comme le rond, le carré, le triangle. Et enfin, on a souvent des personnages plaqués sur un fond uni, sans réelle perspective ni profondeur, ce qui va conférer un côté irréel à la peinture. Vous l'avez donc compris, Georges de la Tour est donc un peintre réellement à part entière du XVIIe siècle, notamment par sa grande modernité qui est caractérisée par sa simplification des compositions. Et c'est cette modernité qui a posé problème aux historiens de l'art, car on a longtemps cru que ces peintures étaient des fausses. Et il a fallu des analyses scientifiques pour prouver que les pigments et la toile étaient bien du XVIIe siècle, et donc que Georges de la Tour n'est pas un faussaire. Le tricheur à l'as de carreau est donc acheté par le Louvre en 1972 lors de la rétrospective Georges de la Tour au musée de l'Orangerie pour 100 000 francs, ce qui était à l'époque la somme la plus importante dépensée pour une œuvre. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode et n'oubliez pas que si vous passez par les musées, allez voir les œuvres en vrai, c'est toujours mieux. Voilà, alors on vous remercie et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur le XVIIIe siècle. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, nous laisser un commentaire pour nous dire si vous avez aimé ou si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Et puis à nous suivre sur Facebook et les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Et abonnez-vous, au revoir.